Voilà, donc je commence par cette magnifique image et je vais déjà déflorer en fait ce mystère pour éviter que ça ne vous taraude pendant toute la présentation. Donc effectivement, un magnifique Vélis électro au-dessus du lac d'Annecy et qui permet de voler, je dirais, en harmonie complète avec l'environnement et les riverains. Donc je vais commencer cette présentation. Déjà, pour dire que l'objectif de cette présentation, c'est de faire un état des lieux des différentes technologies qu'on peut rencontrer en motorisation électrique, en tout cas les technologies les plus couramment utilisées. Je présenterai les contraintes et les challenges technologiques qu'on peut rencontrer quand on développe ce type de système, les tendances à venir, et je terminerai par les perspectives de développement d'aviation électrique. Alors, je ne prétends pas dans cet exposé être tout à fait exhaustif sur tout type de techno qui existe, mais mon objectif était plutôt d'apporter aux utilisateurs, soit actuels, soit futurs, d'avions électriques, un ensemble de connaissances de base qui permettent en tout cas de mieux comprendre et mieux appréhender ce type de machine. Alors, je commencerai par un slide un peu sur l'histoire qui a pu jalonner l'aviation électrique. On peut voir que finalement, ça remonte quand même assez loin, puisqu'on peut citer Tissandier en 1883, qui vole avec un premier aérostat dirigeable électrique. On était à l'époque avec un moteur d'environ 1 kW et des batteries avec des lames de zinc et une dissolution de bichromate de potassium. On fait ensuite un saut dans le temps en 1973 avec le MB1, qui est un motoplaneur qui était équipé d'un moteur d'à peu près 10 kW et de batterie nickel-cadmium. Ensuite, en 2007, on peut citer le premier vol de l'avion BL-1E Electra, qui était équipé d'un moteur de 19 kW, et on était cette fois sur des batteries lithium polymère. Donc déjà en 2007, ces technologies de batterie lithium étaient disponibles sur le marché. Alors pour mémoire, en fait, ces travaux avaient été faits à l'époque par Electravia, actuellement IPROPS. En 2015, traversée de la Manche par l'IFAN, donc projet d'Airbus avec ses deux moteurs de 30 kW et ses batteries lithium polymère pour une capacité de 29 kWh, et suivi en 2016 du Tour du monde du Solar Impulse de Bertrand Piccard. Et pour clore cette fresque historique, je citerai bien plus proche de nous la certification en juin 2020 du Vélis électro de Pipistrel. Donc, on peut donc noter que même s'il y a eu des précurseurs qui ont essayé très tôt d'utiliser des aéronefs électriques, en fait, on se rend compte que c'est seulement très récemment qu'on voit ces technologies se développer de manière plus significative, et on note quelque part une accélération de l'histoire ces dernières années. Alors, ce slide cherche à montrer de manière sans doute trop simpliste une comparaison entre moteur thermique et électrique. Alors, une motorisation thermique, c'est relativement simple avec d'un côté un moteur à combustion et un réservoir d'essence. Alors, on est bien d'accord, le diable après se trouve dans les détails. Les inconvénients d'une motorisation électrique, c'est d'une part un rendement relativement faible, puisqu'on est à peu près entre 35 et 40% selon le type de moteur. Bien évidemment, des maintenances périodiques à prévoir sur ce type de moteur qui sont très largement sollicités dans l'aéronautique, et une durée de vie des moteurs qui est relativement limitée avec ce qu'on appelle une TBO dans le jargon aéronautique, d'à peu près 2000 heures en moyenne. Ça fluctue entre 2000 et 2300 heures selon la marque des moteurs. Côté motorisation électrique, bien évidemment, il n'y a pas de réservoir, mais cette source d'énergie est apportée par des batteries qui fournissent une tension continue et un convertisseur DC-AC, donc pour aller du continu à l'alternatif, qui permet de faire fonctionner le moteur.
Alors, un avantage, c'est dans ce cas-là, on est sur des rendements qui sont bien plus élevés, puisqu'on est avec un rendement du système complet qui est autour de 80%, une maintenance réduite par rapport à des moteurs thermiques et des nuisances sonores qui sont là encore réduites, puisque si on regarde les chiffres du Velis Electro, on est à 60 décibels à comparer à environ 65-70 décibels pour les avions légers les moins brillants. Alors, des inconvénients au niveau des systèmes électriques, c'est effectivement l'autonomie des batteries avec les technologies qu'on connaît aujourd'hui. Je vais essayer d'en décrire quelques-unes tout à l'heure. Et une composante à intégrer également, c'est une partie software qui devient significative avec notamment pas mal de cartes électroniques qu'on va retrouver notamment à la fois au sein de la batterie et du convertisseur DCAC. Alors, dans ma présentation, je parlerai indifféremment de variateurs ou de convertisseurs DCAC, je préfère le préciser. Alors, cette description du moteur, d'une motorisation électrique telle que je le présente là est très simpliste et dans les faits, une motorisation électrique ou un système de propulsion électrique, comme je devrais l'appeler, ressemble plus à cela. En pratique, la batterie est souvent constituée de plusieurs modules de batterie. Alors là, j'en ai représenté deux, mais il peut y avoir plus que ça. À l'intérieur de la batterie, on va retrouver également un certain nombre d'organes de coupure, des relais, des fusibles ou des circuits de précharge. Et l'ensemble de la batterie va être supervisé par ce qu'on appelle un BMS, Battery Management System. On peut retrouver également des BMS à l'intérieur des différents modules de batterie, en tout cas une surveillance électronique qui est nécessaire et à l'intérieur de ces batteries. Ces batteries, dans tous les cas, vont être connectées entre elles et l'alimentation continue va se faire, en tout cas par le biais de ce qu'on appelle un DC bus. On va également avoir un ensemble batterie de servitude 12 volts et convertisseur DC-DC, lui-même connecté par le bus DC. Tout ça, ça va permettre de fournir l'alimentation 12 volts des BMS et également l'alimentation 12 volts de tout ce qui est convertisseur de puissance. On va avoir au-dessus de tout ça un ECU qui va assurer la surveillance de l'ensemble du système et généralement ce type de carte électronique fonctionne par le biais de bus de communication. Donc, on peut utiliser des bus CAN, par exemple, comme ce qui est communément utilisé aujourd'hui dans l'industrie automobile. Et pour simplement terminer, bien évidemment, il y a une interface homme-machine qu'il faut également prévoir, qui va à la fois restituer les paramètres de vol au pilote et également, le cas échéant, recevoir des actions de commande de la part du pilote. Donc, on peut noter également que sur un tel système, on a des parties, donc ici symbolisées en rouge, qui sont des parties haute tension, soit en continu, soit en alternatif, des parties de circuits ou de systèmes basse tension, donc généralement c'est du 12 volts, et une composante communication qui se surajoute à ça. Alors, les différents composants que j'ai présentés tout à l'heure, pour la plupart, sont des composants avec des technologies qui sont relativement connues et qu'on peut en particulier rencontrer dans l'industrie automobile. Mais pour autant, dans l'industrie aéronautique, il y a un certain nombre de spécificités ou d'enjeux qu'il faut avoir en tête. D'une part, une composante poids, qui est plus importante dans l'aéronautique, enfin clairement importante, en tout cas dans l'aéronautique. Une composante gestion des situations accidentelles qu'il faut pouvoir anticiper ou mitiguer le cas échéant. Donc je pense en particulier à tout ce qui est risque de feu à bord qui pourrait se produire. Des aspects thermiques,
avec des problèmes thermiques spécifiques et des évacuations de la chaleur qui peuvent qui peuvent nécessiter en tout cas d'utiliser des solutions technologiques différentes de celles qu'on peut rencontrer dans le domaine automobile. Et également, un dernier point, des décharges à fort courant de plus longue durée. Donc, je pense en particulier aux phases de décollage, qui sont des phases relativement longues, avec des niveaux de courant qui sont très élevés, alors que dans le secteur automobile, quand on a accéléré sur l'échelle de quelques secondes, finalement, le véhicule a déjà obtenu la vitesse visée. Alors, il faut savoir également que l'introduction de systèmes électriques dans des avions, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, puisque depuis quelques décennies, on introduit des systèmes électriques dans des avions de transport en cherchant à remplacer des circuits hydrauliques ou pneumatiques par des systèmes électriques. Bon, c'est ce qu'on appelle l'avion plus électrique ou more electric aircraft en anglais. À noter cependant un traumatisme dans le transport aérien lié à l'introduction de batteries lithium-ion avec des problématiques d'incendie dans des Boeing 787 Dreamliner et un feu en 2013 qui a bloqué la flotte mondiale de 787 pendant à peu près 4 mois. Alors, le rapport d'enquête a montré qu'il s'agissait d'un problème de court-circuit interne qui était dû à un problème de fabrication au niveau de ces batteries, mais pour autant, cet incendie a clairement freiné l'utilisation de batteries lithium-ion dans des avions. Alors, quelques mots en termes de contexte, pour préciser qu'on est aujourd'hui dans un contexte favorable vis-à-vis de cette transition vers des motorisations électriques. Tout d'abord pour dire qu'il y a une prise de conscience mondiale vis-à-vis de ces enjeux climatiques, en particulier suite aux accords de Paris. On note également que même si le transport aérien ne contribue qu'à hauteur d'à peu près 3% des émissions de CO2 mondiales, on observe un dénigrement de l'aviation, ce qu'on appelle l'aviation bashing, qui touche principalement le transport commercial, mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que que l'aviation légère est elle-même affectés par ce dénigrement. Je pense en particulier à l'épisode de la mer de Poitiers qui montre que dans tous les cas, il y a une transposition qui peut être rapide des problématiques du transport commercial vers l'aviation légère. On peut noter également des initiatives dans les pays nordiques pour supprimer toute dépendance aux énergies fossiles dans le transport aérien, avec des objectifs, un calendrier relativement court, autour de 2030. Et puis, autre élément tout à fait favorable, c'est le contexte du secteur automobile avec des développements très significatifs qui sont réalisés et bien évidemment, un certain nombre de ces développements vont pouvoir également être utilisés dans le secteur aéronautique. Alors, ce slide pour dire qu'on va vivre un changement de paradigme et que le fait de passer d'un moteur thermique à un moteur électrique, ce n'est pas simplement substituer un moteur par un autre. En pratique, le moteur thermique va être remplacé par des moteurs électriques avec une durée de vie qui va être beaucoup plus élevée, et tout ça, ça va bousculer le marché du remplacement de moteurs. L'essence, bien évidemment, va être remplacée par des batteries, avec une acquisition pour plusieurs années et un coût de rechargement très faible, de l'ordre de quelques euros de l'heure, à comparer à quelques dizaines d'euros par heure de vol pour un avion à moteur essence. Et on va pouvoir également passer d'un schéma de maintenance préventive qui prévaut actuellement à un schéma de maintenance prédictive avec, dans tous les cas, des maintenances qui seront simplifiées
par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, des indisponibilités certainement réduites. Alors tout ça, ça va s'accompagner par une baisse des coûts d'exploitation, une baisse des rejets dans l'atmosphère, une réduction des nuisances sonores, et on peut également s'attendre à une amélioration de la fiabilité. Alors, à noter qu'au-delà de tout cela, les avions sont aujourd'hui en train de se réinventer autour de la propulsion électrique, et on va voir en plus apparaître des aéronefs avec des formes très différentes de celles qu'on a l'habitude de voir actuellement. Alors, je vais passer à la partie un peu plus technique de mon exposé, même si je ne vais pas de manière déjà en préalable, simplement pour dire qu'il existe plein de types de moteurs électriques, et l'objectif, c'est bien évidemment de ne pas tous les décrire, sachant que certains, dans tous les cas, ne sont pas pertinents pour des applications de propulsion électrique. Et je me focaliserai donc seulement sur des moteurs qu'on appelle synchrones à aimant permanent, qui sont couramment utilisés dans le domaine de la mobilité. Alors, de manière un peu réductrice, je dirais qu'un moteur électrique, c'est principalement constitué d'un rotor et d'un stator. Le stator est constitué d'un certain nombre de bobines qui vont être alimentées par un système triphasé qui va créer un champ magnétique tournant. Le rotor est, lui, constitué d'aimants permanents qui vont s'aligner avec ce champ tournant, et le rotor qui va tourner à la même vitesse que ce champ tournant, et c'est la raison pour laquelle on parle de machine synchrone. Alors, à noter également qu'on trouve différentes variantes de moteurs, avec des variantes à rotor interne, des rotors externes, et comme on va le voir plus tard, différents arrangements également au niveau des rotors et des stators qui peuvent conduire à différentes directions du flux magnétique. Alors, de manière générale, les moteurs vont se distinguer par différents nombres de pôles, différents nombres de bobines en fonction des performances qui sont visées. Alors, quand on développe des moteurs électriques, on doit faire face à un certain nombre de challenges ou d'objectifs, en tout cas, qu'on doit se donner. L'objectif premier, surtout pour des applications aéronautiques, c'est de viser un couple massique le plus élevé possible. Alors ça va passer par la réduction des pertes thermiques au niveau des moteurs, une optimisation du refroidissement. On va devoir également choisir des matériaux qui seront cohérents avec les niveaux de température attendus, et également travailler sur la réduction du niveau de saturation magnétique. On va chercher également à réduire le couple de crantage, ce qui va permettre de réduire les vibrations au sein de la machine. Et tout cela va se faire à l'intérieur, on va dire, d'un objectif en termes de masse, encombrement, et un objectif également de minimisation du coût. Alors, le rendement, bien évidemment, c'est une des composantes qu'il faut chercher à travailler. De manière générale, sur des machines électriques, on est sur des rendements qui sont supérieurs à 90%, donc très significativement supérieurs aux 30-40% des moteurs thermiques. Alors, je décrirai deux types de moteurs qui sont des moteurs qu'on va trouver couramment dans le domaine automobile, mais également aéronautique. Le premier moteur, c'est un moteur dit à flux radial. Donc, dans ce cas de figure, les éléments vont se trouver en périphérie du rotor, donc sur la surface externe du rotor, dans une configuration de type rotor interne. Le stator, lui, est constitué d'un certain nombre de bobines sur-dents qui sont en vis-à-vis de ces aimants permanents, et le champ magnétique créé va prendre une direction qui va être radiale, c'est-à-dire sur un rayon qui pointe vers l'extérieur, et dans tous les cas perpendiculairement à l'axe de rotation du moteur. Alors, l'avantage de ce type de moteur, c'est qu'on est sur des coûts de fabrication relativement faibles, avec un retour d'expérience industrielle très important.
si on vise effectivement des dimensions, enfin des très fortes puissances. On va dire sur le papier, ce n'est pas nécessairement le type de technologie qui est le plus pertinent. Le moteur, donc deuxième exemple de moteur, c'est un moteur à flux axial. Alors ce moteur se caractérise par le fait qu'on a un disque stator qui va être pris en sandwich entre deux disques rotors aux deux extrémités. Et dans cette configuration, le flux magnétique va être axial et en l'occurrence parallèle à l'axe de rotation du moteur. Alors, quand on regarde un certain nombre de sociétés qui développent ce type de moteur, ils le présentent généralement comme des concepts tout à fait innovants. En pratique, c'est une technologie qui a été inventée par Faraday en 1831, mais technologie qui n'avait pas été poussée plus à l'époque parce qu'elle présentait des problématiques en termes de fabrication. Et donc, c'est seulement dans les années les plus récentes qu'on a vu en fait ce type de technologie refaire surface. Alors, l'avantage de ce type de machine, c'est qu'on peut obtenir des couples élevés et des densités de puissance également élevées. Couples élevés en particulier liés au fait qu'avec ce type d'arrangement, on va avoir les aimants en périphérie du disque rotor, et donc c'est une configuration qui est, on va dire, plus favorable pour effectivement avoir un couple important, alors que comme on l'a vu tout à l'heure, si on est sur un rotor interne avec des aimants sur la superficie, sur la surface du rotor interne, bien évidemment, le rayon moyen de ces aimants sera plus faible que dans une configuration comme celle-ci, à diamètre de moteur équivalent. Alors, un inconvénient qu'on va trouver sur ce type de moteur, c'est potentiellement des problèmes de stabilité mécanique du rotor. Donc, il faut savoir en particulier qu'il y a des forces d'attraction très fortes entre le stator et le rotor. Et donc, si on n'a pas une bonne maîtrise du jeu entre le stator et le rotor, on risque d'avoir des efforts importants dissymétrique sur le rotor qui risque à terme d'endommager, voire même de vriller cette structure. De manière générale, ce sont des moteurs qui tournent à des vitesses de rotation relativement élevées. On va voir un exemple un peu plus loin. Fabrication plus complexe et donc potentiellement plus coûteux. Également, ce type de configuration n'est pas nécessairement très favorable sur le plan du refroidissement, puisqu'on se rend compte que le stator est enfermé entre les rotors, et donc il faudra être prudent vis-à-vis de risques de démagnétisation si on n'a pas un refroidissement efficace de ce type de moteur. Alors, un exemple d'application de moteur à flux axial, c'est le moteur MRAX 268, qui est le moteur utilisé dans le Vélis électro. Si on regarde la spécification technique de ce type de moteur, on voit qu'il y a une promesse importante en termes de puissance max, puisqu'on est à peu près à 200 kW et une densité de puissance massique de 10 kW par kilogramme. Également, on note un rendement qui est élevé et une masse de 20 kg. Pour le Vélis électro, bien évidemment, on ne peut pas se permettre de tourner à 4500 RPM, sauf utiliser un réducteur, ce qui n'est pas l'option qui a été choisie par Pipistrel. Et donc, pour cette application, le même moteur délivre une puissance max d'à peu près 60 kW. Puissance continue de 40, enfin d'à peu près 50 kW. C'est un moteur qui est refroidi haut et le bilan masse doit être quelque part corrigé par le fait que, bien évidemment, il va falloir prévoir une bride d'hélice
et le bilan serait incomplet si on ne tient pas compte du circuit de refroidissement qui est nécessaire d'utiliser pour refroidir ce type de moteur. Alors, côté 9 Power, on a cherché également à développer un moteur électrique pour l'aviation légère. Pour notre application, on est parti d'un moteur à flux radial. On n'était pas intimement convaincu que les moteurs à flux axiaux étaient les plus pertinents pour notre application. Et en fait, on est arrivé à un moteur de 60 kW, une puissance continue de 42 kW, bilan masse de 20 kg pour un rendement à froid de 95% et à chaud de 93%, avec un bonus qui est lié au fait que le moteur qu'on a conçu permet en fait un refroidissement air. Donc simplement pour illustrer le fait que oui, les moteurs à flux axiaux de manière générale sont pertinents pour atteindre des niveaux de puissance élevés en tournant un nombre de tours par minute relativement important, mais quand on cherche à tourner autour de 2400-2500 RPM comme des applications aéronautiques, on se rend compte que des moteurs à flux radial, enfin des topologies de ce type-là, en tout cas, sont tout à fait aussi performantes que du flux axial. Quelques mots sur la composante de contrôle moteur. De manière générale, le contrôle moteur se fait au sein de l'électronique de puissance par ce qu'on appelle le contrôle vectoriel, qui sont des algorithmes implémentés dans les variateurs. Ce type de contrôle vectoriel nécessite une connaissance précise de la position et de la vitesse du rotor. Et donc, on est conduit à utiliser des capteurs pour fournir une position précise de ce rotor. Là, il y a différentes technologies de capteurs qui existent. On peut citer les résolveurs, qui sont des technologies analogiques qui fonctionnent comme un moteur, avec un rotor et un stator. On a également ce qu'on appelle des codeurs. Donc là, on est sur du numérique cette fois, avec certaines technologies pour lesquelles il suffit de mettre un aimant en bout d'arbre et une carte électronique en extrémité d'arbre qui permet de mesurer la position de ce rotor. Il y a également des capteurs à effet Hall qui permettent de fournir des variations de flux magnétiques. Dans tous les cas, on ne peut pas dire qu'il y a un capteur ou une technologie qui est meilleure qu'une autre. Je dirais qu'il y a un choix qui est réalisé en fonction d'un certain nombre de paramètres de type fiabilité, résolution, la masse, l'encombrement, les coûts, etc. Mais en tout cas, on va pouvoir voir différents types de capteurs associés à différents types de moteurs. Quelques mots sur la fiabilité d'un moteur électrique pour dire que les seules pièces d'usure sont les roulements. Et aujourd'hui, les technologies de roulement permettent de fonctionner à plus de 10 000 heures, donc ce qui est très significativement supérieur aux quelques 2000 heures que j'avais mentionné tout à l'heure pour des moteurs thermiques. Alors bien évidemment, la conception doit être optimisée pour permettre un accès et un remplacement facile au niveau de ces roulements. Un risque à prendre en compte, c'est l'aspect risque de désaimantation en cas de température excessive. Et c'est la raison pour laquelle il est important de surveiller la température des moteurs pour effectuer éventuellement un derating, c'est-à-dire une réduction automatique de puissance si ça s'avérerait nécessaire. Et bien évidemment, il faut mettre en place le refroidissement moteur qui va bien pour prévenir ce type de risque. Alors, côté contrôle moteur, c'est prudent de prévoir un certain niveau de redondance. On peut également aller vers des technologies qu'on appelle sensorless au niveau des variateurs, c'est-à-dire des variateurs qui vont estimer la position du rotor sur la base de mesures de courant
et de tension. Donc, pour moi, c'est clairement des technologies vers lesquelles il faut aller. Pour autant, on constate qu'aujourd'hui, tous les fabricants de variateurs ne proposent pas des modes sensorless. Autre élément lié à la fiabilité, c'est le choix qu'on peut être amené de faire entre un entraînement direct ou un entraînement indirect avec un réducteur. Donc, je note qu'aujourd'hui, pour quasiment 100% enfin en tout cas, une très grosse majorité de prototypes d'avions électriques qui volent, on est plutôt en entraînement direct. Bon, après, pour mémoire, effectivement, le Rotax 912, qui est aujourd'hui largement implanté dans l'aviation légère, c'est bien un moteur qui tourne à 5000 tours par minute avec un réducteur. Alors, quelques mots sur les pertes thermiques d'un moteur pour dire que, d'une part, il y a des pertes joules, qui sont des pertes au niveau des conduits, dans toute la partie bobinage des stators. On va avoir également des pertes fer. Et c'est ce qui pousse en particulier à réaliser les stators par un empilement de tôle, ce qui permet de réduire les niveaux de courant de Foucault qu'on va obtenir dans ce type de structure. Et on va trouver également des pertes au niveau des aimants. Donc, de manière générale, il y a un compromis à trouver entre la réduction de ces pertes et des considérations de fabricabilité et de coût dans la réalisation de ce type de machine. Alors, quelques mots vis-à-vis des matériaux et des aspects de développement durable. Je parle en particulier au niveau des aimants. Donc, il y a deux types d'aimants aujourd'hui qui sont principalement utilisés. Ce qu'on appelle du néodyme fer-bore d'un côté et du samarium cobalt de l'autre. Alors, le néodyme et le samarium, sont dans la catégorie des terres rares. Alors, il faut savoir que les terres rares ne sont pas si rares que ça. Si on regarde la production en 2021, on était à 280 000 tonnes produits pour une réserve mondiale de 120 millions de tonnes. Ce qu'on peut par contre noter, c'est que 60% de la production mondiale est aujourd'hui issue de Chine, hein, et la Chine qui présente, on va dire, une avance technologique sur les techniques extractives des terres rares. Et donc, le fait de réduire l'utilisation de terres rares, c'est aujourd'hui presque plus pour des questions on va dire, de garantie d'approvisionnement, de maîtrise des approvisionnements et de leurs coûts, plus que pour des questions de préservation des ressources. Alors, on peut noter que dans l'automobile, par exemple, sur les Zoé, Renault avait pris l'option d'un rotor bobiné pour éviter l'utilisation d'aimants permanents. Ça rajoute bien évidemment une masse significative et ce n'est pas nécessairement le genre d'option qu'on va privilégier dans le domaine aéronautique. Je vais tourner la page en passant du moteur aux batteries. Alors, ce premier slide pour dire que bien évidemment, il existe différents types de batteries. Alors, les batteries au plomb sont largement connues. On les voit bien évidemment dans les voitures, mais également la plupart des avions aujourd'hui utilisent encore des batteries au plomb. Alors, ce sont des batteries qui sont bon marché, par contre, qui présentent des densités d'énergie massique qui sont très faibles, au maximum autour de 40. Par contre, des densités de puissance qui sont fortes, et donc ces batteries sont effectivement bien adaptées, notamment pour les batteries de démarrage. On trouve des batteries également nickel-cadmium qui présentent des densités d'énergie massique plus élevées, à peu près le double par rapport à celles-ci, qui sont relativement bon marché également. Par contre, il y a des inconvénients liés à des problématiques d'effet mémoire, des risques de pollution également associés au cadmium. Bon, pour autant, on peut noter que notamment Saft commercialise encore beaucoup de batteries de ce type pour des applications aéronautiques. On peut également citer des batteries nickel
nickel métal, qui présente une meilleure autonomie que par rapport au nickel cadmium, mais avec des problématiques, d'autres problématiques spécifiques à noter. Bon, c'est par exemple, pour illustrer ce type de batterie qui était utilisé dans les Prius de Toyota. Les batteries lithium-ion, qui sont des batteries qui sont légères, avec dans tous les cas une meilleure autonomie que celles qui peuvent être apportées par les batteries précédentes. On est sur des densités d'énergie massique qui peuvent aujourd'hui aller jusqu'à peu près 260 Wh par kilogramme. Alors, si j'ai mis cette fourchette aussi large, c'est lié au fait que sous la même appellation lithium-ion, on va le voir qu'il y a plein de chimies différentes avec des performances très variables d'une chimie à l'autre. Sur ce tableau, alors c'est peut-être plus à titre anecdotique, mais simplement pour dire que on peut trouver des batteries innovantes. Alors, à titre d'exemple, je citerai des batteries de type aluminium-air qui présentent, comme vous le voyez, une densité d'énergie massique qui est très significative, de 1300. Donc, on est presque un facteur 5 ou 6 supérieur à celui des meilleures batteries lithium-ion. Je cite cet exemple parce qu'aujourd'hui, un des gros promoteurs de ce type de batterie, c'est une société israélienne qui s'appelle Finergy. Et j'ai cru comprendre qu'à une certaine époque, Eviation, qui fabrique un jet électrique, envisageait, ou du moins avait étudié ce type de technologie. Donc, en tout cas, à voir dans l'avenir si c'est ce sur quoi ils s'appuieront. À noter pour autant deux inconvénients majeurs de ce type de batterie, c'est qu'on est sur une batterie primaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une batterie rechargeable. Alors, Finergy envisageait une possibilité de dépose des batteries à chaque utilisation, donc ce qui nécessite de renvoyer les batteries en usine, un changement d'anode de manière systématique, ce qui peut être un peu compliqué à mettre en œuvre. Et également à noter une densité de puissance qui est relativement faible, ce qui peut rendre ce type de batterie insuffisante pour le décollage dans nos applications. Alors, principe de fonctionnement d'une batterie de manière, là encore, sans doute très simplificatrice. Donc, on va avoir sur les batteries lithium-ion une cathode qui va être constituée d'un matériau à base nickel. On va avoir une anode qui généralement est à base de graphite. Alors, dans certains cas, il peut y avoir une addition de silicium, voire de graphène dans ce type de matériau. On va avoir une réduction qui va s'opérer à la cathode et une réaction d'oxydation qui va s'opérer à l'anode. Ces réactions, dans tous les cas, la batterie fonctionne grâce à une électrolyte qui est constituée de sels de lithium et les cristaux de sel permettent de transporter les ions de l'anode vers la cathode. Et également un composant important d'une batterie lithium-ion, c'est le séparateur, qui est une barrière physique entre l'anode et la cathode. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure que les batteries, sous le terme batterie lithium-ion, se cachaient différentes chimies. J'en ai listé juste quelques-unes, puisque la liste, dans tous les cas, est bien plus longue que celle-là. Je commencerai par les batteries dites NCA, qui sont des batteries lithium, nickel, cobalt et oxyde d'aluminium. Alors, c'est en fait la chimie qui est utilisée dans quasiment tous les véhicules Tesla aujourd'hui. Donc, on se rend compte que globalement, les performances sont relativement bonnes, notamment en termes de densité d'énergie, densité de puissance. On voit que l'aspect sécurité n'est pas, par contre, nécessairement son fort. En tout cas, c'est des batteries qu'il faut surveiller un petit peu plus encore que les autres batteries.
Les batteries dites NMC sont des batteries au lithium, nickel, manganèse, cobalt, qui sont utilisées aujourd'hui par quasiment tous les constructeurs automobiles sauf Tesla. Et c'est également le type de chimie qu'on va trouver dans le Vélis électro. Donc, comme on peut le voir, ce type de chimie constitue finalement un relativement bon compromis entre les différentes performances visées. Le dernier exemple que je citerai, ce sont des batteries au lithium fer phosphate qui ne sont pas aujourd'hui suffisantes pour être utilisées pour des batteries de puissance. On peut voir que les densités d'énergie que l'on peut obtenir sont trop faibles pour nos applications. Par contre, ce sont des batteries qu'on va rencontrer dans l'industrie, enfin dans l'aviation légère, en remplacement des batteries au plomb, pour notamment les batteries de démarrage. Alors, à noter également qu'aujourd'hui, Tesla est en train de travailler sur des nouvelles générations de lithium fer phosphate, compte tenu en particulier de l'avantage indéniable de ce type de chimie vis-à-vis de la sécurité. On peut-être effectivement s'attendre dans l'avenir à avoir des batteries avec ce type de chimie et des performances plus importantes en termes de densité d'énergie massique. Alors ce slide, pour illustrer le fait qu'on va rencontrer également différentes formes de cellules. Donc on va trouver notamment des cellules cylindriques de type 18-650 ou 21-700. Alors savoir que le 18 vaut pour le diamètre de la cellule, le 65 pour la hauteur de la cellule. Dans la catégorie 18-650, on va être sur des capacités d'à peu près 3 ampères-heure et on peut monter jusqu'à 5 ampères-heure pour des cellules de type 21-700. L'avantage de ce type de cellules, c'est qu'on va être, de par la forme, beaucoup plus résistant vis-à-vis de la pression interne. Et dans tous les cas, on a une enveloppe rigide en aluminium, ce qui rend en tout cas ce type de cellule plus robuste. Autre forme de cellules, ce qu'on appelle des poches, qui vont être des cellules avec des capacités plus importantes, puisqu'on peut être autour de 20 ou 40 ampères-heure. Dans ces cas-là, on va être sur un étui souple, donc il va être plus fragile. L'avantage, c'est que ça permettra des arrangements plus compacts. Par contre, il faut faire attention à bien laisser de la marge au niveau du pack, notamment pour prendre en compte des effets de dilatation, enfin éviter des risques de dilatation empêchée et permettre également au libre gonflement de ce type de cellules. Dernière catégorie, ce sont des cellules dites prismatiques, là, pour lesquelles on peut obtenir des capacités encore plus fortes, entre 100 et 300 ampères-heure. Et là encore, on se retrouve sur un emballage qui va être rigide, soit en aluminium, soit en plastique. Alors, on se rend compte bien évidemment qu'en fonction de type de cellules utilisées, bien évidemment, plus la capacité est importante et plus on peut limiter le nombre de cellules et donc limiter le nombre de connexions qu'il va falloir réaliser entre ces différentes cellules. Alors, quelques mots sur les risques spécifiques liés aux batteries lithium-ion. Donc déjà, on peut rencontrer des problèmes liés à des sollicitations mécaniques, notamment si on a des déformations trop importantes ou des crashs ou des effets de perforation. On peut avoir des risques électriques également qui peuvent être liés notamment à des courts-circuits internes liés à des défauts de fabrication initiaux. Ça peut être également une modification interne à la cellule au fur et à mesure de son utilisation, qui là encore peut engendrer des courts-circuits.
Il peut y avoir également une utilisation à trop haute température de la cellule. Et dans tous les cas, l'ensemble de ces sollicitations, que ce soit mécanique, électrique ou thermique, peut conduire à une détérioration du séparateur que je mentionnais tout à l'heure, ce qui va entraîner un effet de court-circuit interne. Et tout ça peut conduire à un effet d'emballement thermique, qui est un phénomène d'auto-échauffement, qui peut être un phénomène violent qui s'accompagne à la fois par des dégazements, des flammes et dans certains cas des explosions. Alors, bien évidemment, il est nécessaire de prendre en compte un certain nombre d'actions vis-à-vis de la prévention de l'emballement thermique. Alors, ça peut être des actions de contrôle-qualité, c'est-à-dire une sélection des cellules avant introduction au niveau du pack. Bien évidemment, besoin de prendre en compte des BMS pour surveiller les cellules durant la charge et la décharge. Chercher à limiter les températures en fonctionnement et assurer un refroidissement optimal. Comme action de mitigation, on peut également utiliser des matériaux pour chercher à limiter la propagation du feu, notamment d'une cellule à une autre, et on peut implémenter au niveau du pack un certain nombre de fusibles à différents niveaux pour limiter les risques qui seraient liés à ce type de phénomène. Alors, l'objectif pour moi n'est pas de faire peur par rapport à l'utilisation de ce type de batterie, mais simplement pour dire qu'il y a un certain nombre de risques pour lesquels il faut être conscient. Je rappelle également que l'essence est elle-même dangereuse et présente des risques de feu et d'explosion si ce n'est pas utilisé de manière, là encore correcte. Ce slide pour dire qu'il y a des dispositifs de protection qui sont intégrés dans certains types de cellules, donc en particulier sur les cellules cylindriques. Il y a des protections intégrées pour se prémunir contre les risques de court-circuit externe et les surcharges. Donc, il y a un dispositif en particulier qu'on appelle le PTC, qui est en bleu ici sur cette figure, qui est constitué d'un matériau dont la résistance augmente en fonction de la température, qui permet de réduire dans ces cas-là le courant. Alors l'intérêt, c'est que c'est un dispositif qui est réversible, puisque quand la température baisse, à nouveau le matériau voit sa résistance diminuer. Un autre dispositif qu'on appelle le CID, qui fonctionne avec une zone fusible. Donc, en fait, c'est cette partie en orangé. On voit qu'il y a des indentations ici. En cas de surpression au niveau de la cellule, cette membrane va éclater et créer donc une déconnexion de cette cellule, et donc le courant ne va plus pouvoir passer au travers de cette cellule. Alors là encore, le fait que cette membrane éclate et qu'il y ait des évents va servir en fait de soupape de sécurité au niveau de cette cellule. Alors c'est des dispositifs qui sont efficaces à l'échelle de la cellule. Par contre, lorsque c'est mis au sein d'un pack, dans tous les cas, l'efficacité de ce type de dispositif doit être vérifiée. On peut être amené, dans certains cas, à rajouter des dispositifs complémentaires pour limiter les risques liés aux batteries lithium-ion. Alors, quelques mots sur les caractéristiques des batteries. Je vais prendre l'exemple de la Samsung 33G, qui est en fait la cellule utilisée aujourd'hui dans les batteries du Vélis Electro. Donc, ce sont des cellules de 3 ampères-heure avec un courant de décharge max un peu inférieur à 10 ampères, une densité massique de 225 Wh par kilogramme. Donc, je dirais que de manière générale, pour l'ensemble de ces 3 caractéristiques, y compris la partie résistance interne, ce n'est pas nécessairement la cellule, on va dire, la plus performante nécessairement du marché, mais pour autant, je dirais qu'elle fait le job. Il faut savoir que les performances
sont fonction de la température, mais également des niveaux de charge et de décharge que l'on peut, enfin, qui vont se produire durant l'utilisation de cette cellule. J'ai cherché également sur ce slide à vous montrer comment la tension d'une cellule, et donc quelque part d'un pack batterie, évolue au fur et à mesure de son utilisation. J'ai cherché à simuler ici un cycle représentatif d'un tour de piste. Donc avec des appels de courant, notamment dans les phases de décollage. Ici, on simule la vente arrière, une étape de base pour laquelle on serait tout coupé, et une phase de finale pour laquelle on remet un petit peu de gaz. En fait, on se rend compte que si on est parti d'une tension initiale de 4,2 volts, au premier courant significatif, on va avoir un creux de tension avec un phénomène de restauration lorsque la tension, enfin le courant est revenu à zéro. Et donc, on voit ce profil un peu chaotique quelque part. Et on peut se rendre compte également, puisque là, 2 tours de piste ont été montrés sur ce diagramme, que en fait, la tension va diminuer au fur et à mesure des tours de piste jusqu'à atteindre la tension de coupure qui va être une tension de 2,5 volts. Donc, simplement pour avoir en tête que sur des batteries lithium-ion, en tout cas, on a une variation importante de la tension au fur et à mesure de son utilisation. Et ça, il faut en être conscient dans tous les cas quand on vole dans un avion électrique. Pour passer de la cellule à la batterie, il faut assembler un certain nombre de cellules. Alors, dans le cas du Velis Electro, on a 96 cellules en série et 12 cellules en parallèle. Pour 1152 cellules à l'intérieur d'un pack comme celui-ci. Il y en a 2 dans le Velis Electro. Alors, si on regarde les masses de cellules seules, on est à 55 kg pour la masse d'un pack de 70 kg. Et donc, la différence, c'est tout les systèmes d'interconnexion internes à la batterie, y compris les aspects, enfin les interconnexions électriques, mais également les interconnexions hydrauliques pour le circuit de refroidissement. Alors, l'énergie totale embarquée par pack, c'est 12,4 kWh, donc pour un total de d'un peu plus de 24 kWh sur le Velis Electro. Alors, ce slide, simplement pour illustrer que on peut avoir des arrangements très différents. Et côté 9Power, on est parti sur une option qui est différente de celle du Velis Electro. Nous, on est parti sur des batteries modulaires avec une tension nominale d'à peu près 100 volts, une capacité de 15 ampères-heure par module. Des modules, en fait, on en a un total de 12 modules qui sont répartis dans 3 baies chacune de 4 modules. Donc, tout à l'heure, on parlait de 2 packs batteries côté Velis Electro. Nous, on fonctionne plutôt à 3 baies avec 4 modules à l'intérieur de chacune de ces baies pour une capacité totale qui est de l'ordre de 19 kWh. Alors, quelques mots sur le futur des batteries lithium-ion, simplement pour dire que les technologies telles qu'on les connaît, elles évoluent de manière, on va dire, progressive, mais pour autant, il va falloir changer complètement de chimie pour pouvoir faire des sauts plus importants. Donc, on parle en particulier des batteries de type lithium-soufre qui devraient permettre d'atteindre un objectif de 450 Wh par kilogramme. Donc, on serait presque le double par rapport à ce qui se fait de mieux aujourd'hui avec les technologies d'ion plus conventionnelles. L'inconvénient, par contre, aujourd'hui, c'est des nombres de cycles qui sont très insuffisants. Et effectivement, les laboratoires qui travaillent aujourd'hui pour essayer d'améliorer le comportement de ce type de cellules en nombre de cycles.
On parle beaucoup aujourd'hui des batteries solid state, donc ce sont des batteries avec des électrolytes solides qui présentent des meilleures caractéristiques en termes de sécurité, mais je dirais que là, on est encore malheureusement qu'au stade du laboratoire et ce n'est pas encore tout de suite qu'on va voir ce type de cellules arriver sur le marché. Quelques mots sur l'approvisionnement, simplement pour dire qu'aujourd'hui, l'essentiel des cellules de batterie viennent de Corée, de Chine ou du Japon. On a vu ces dernières années des initiatives en Europe avec notamment Northvolt et plus récemment Verkor en France avec l'objectif de réaliser ce qu'on appelle des gigafactories sur le continent américain. Le continent européen. Bien évidemment, aux États-Unis, il y a également d'autres usines qui en fabriquent également. Quelques mots en termes de développement durable. Et je parlerai du cobalt d'une part et du lithium d'autre part. Déjà pour dire qu'aujourd'hui, une part importante de cobalt provient du Congo. Et même s'il y a des réserves mondiales importantes, il y a une tendance générale à réduire le pourcentage de cobalt. Côté lithium, on a aujourd'hui une production mondiale de 82 000 tonnes, dont 50% est en provenance d'Australie. On a des réserves mondiales de 21 millions de tonnes, donc dans tous les cas, on a un petit peu d'avance, et même si on regarde les ressources mondiales, celles-ci sont estimées plutôt à 86 millions de tonnes. Donc, dans tous les cas, la pénurie de lithium, ce n'est pas nécessairement pour demain. Le lithium est extrait soit à partir de mines, comme celle-ci en Australie, soit à partir de salars, à partir desquels on extrait la saumure et on va extraire le sel comme on le fait pour du sel utilisé pour des applications domestiques. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de critiques aujourd'hui qui sont faites vis-à-vis de ces problématiques d'extraction du lithium. Alors, ce sont clairement des problèmes sérieux sur lesquels il faut pouvoir travailler, mais pour autant, je dirais qu'il n'y a pas de raison de remettre en cause les orientations qui sont prises vis-à-vis de l'utilisation du lithium. Et peut-être de manière un peu provocatrice, je dirais qu'il faut également avoir en tête que l'utilisation d'essence ou de pétrole en règle générale, aujourd'hui, n'est pas nécessairement particulièrement propre entre les gaz d'échappement, le torchage des sols bituminés et autres marées noires. On se rend compte que le pétrole non plus n'est pas nécessairement très, très vertueux. Côté recyclage des batteries, donc une directive européenne aujourd'hui impose un recyclage de 50% du poids total des batteries. Alors, le taux de recyclage aujourd'hui en France pour des batteries au lithium est plutôt autour de 65%, et des acteurs comme Veolia travaillent beaucoup sur ce sujet. Je pense que ce pourcentage va augmenter avec le temps. Après, ça nécessite des techniques un peu particulières et peut-être le pourcentage également en fonction du prix qu'on est prêt à payer pour recycler un petit peu plus ce type de batterie. Avoir également en tête les aspects deuxième vie, puisqu'on peut utiliser également ce type de batterie pour du stockage stationnaire quand les performances des batteries sont descendues en deçà d'un certain seuil. Et donc là aussi, il y a un marché des batteries de deuxième vie qui vont se mettre en place. Quelques mots sur les variateurs. Sans rentrer trop dans la technique, simplement pour dire que ce sont des convertisseurs DCAC triphasés qui fonctionnent en régime de commutation sur la base d'interrupteurs électroniques, ce qu'on appelle des transistors, avec des technologies de type IGBT ou MOSFET qui sont le plus couramment utilisées. Ce sont des
C'est du matériel qui utilise ce qu'on appelle une modulation à largeur d'impulsion. Alors, souvent, le terme le plus connu, c'est le terme anglais, PWM, qui va en fait permettre de hacher, par une technique de hachage, de transformer une tension continue en une tension sinusoïdale, en jouant simplement sur le rapport cyclique, qui est en fait le temps que l'on passe avec un niveau de tension, enfin les interrupteurs ouverts. Ces systèmes utilisent des fréquences qui sont de l'ordre de 10 à 20 kHz dans le cadre d'IGBT en silicium, mais on verra plus tard qu'avec d'autres technologies de transistors, on se retrouve avec des fréquences bien plus élevées. Alors, pour comparer justement les différents types de transistors, sous forme de silicium, des MOSFET qui sont utilisés pour de la basse tension ou des IGBT pour de la haute tension. Alors, de manière générale, ce sont des technologies qui sont à la fois matures et peu coûteuses. Une limitation importante concerne le niveau de température, puisque on peut guère dépasser plus de 70 degrés pour des transistors sur une base de silicium. Alors, les autres alternatifs, ce sont des transistors en carbure de silicium ou nitrure de gallium. Alors, à noter que l'ensemble de ces trois composés sont dans la catégorie dite des semi-conducteurs. Et au niveau, enfin, on caractérise le caractère isolant ou conducteur par ce qu'on appelle une largeur de bande interdite. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement pour dire que cette largeur de bande interdite est 3 fois supérieure à celle du silicium, dans le cas du SiC ou du GaN, ce qui en fait va permettre, avec ces deux types de transistors, de fonctionner à des niveaux de tension plus élevés et d'avoir des variateurs qui vont être plus compacts. Le SiC a l'avantage, par rapport aux deux autres, d'avoir une conductivité thermique qui est plus élevée, ce qui va permettre de fonctionner à plus haute température. Et le GaN va par contre avoir un avantage en termes de mobilité des électrons plus élevés, ce qui va permettre de fonctionner à des fréquences qui vont être plus élevées. Donc, les fourchettes dans lesquelles on va situer, j'ai parlé de 10-20 kHz tout à l'heure lorsqu'on était sur des IGBT en silicium. En SiC, on va plutôt être autour de la centaine de kHz et en GaN, on va plutôt être autour de 10 MHz. Donc, on se rend compte qu'il va y avoir des différences de fonctionnement différentes, en tout cas entre les différents types de variateurs associés à ces différentes technologies. Quelques mots sur les aspects compatibilité électromagnétique, pour dire que du fait du fonctionnement en régime de commutation à fréquence élevée, on va avoir des perturbations électromagnétiques avec comme source le variateur lui-même, les câbles AC entre le variateur et le moteur, et des perturbations induites par le moteur lui-même. Donc ces perturbations vont être soit conduites au travers des câbles, elles peuvent être également rayonnées. Il faut savoir qu'il y a des normes aujourd'hui qui existent en matière de compatibilité électromagnétique. Et bien évidemment, on va devoir respecter ces normes et les composants qu'on va installer vont respecter ces normes. Par contre, il y a une très forte dépendance des perturbations qu'on peut créer par rapport aux différents arrangements, et en particulier si on rallonge les câbles, on va se rendre compte qu'on peut faire apparaître des problèmes nouveaux. Donc, je dirais que chaque intégration, en tout cas, peut nécessiter des adaptations sur le plan de la compatibilité électromagnétique. Donc là, on peut être amené également à mettre en place un certain nombre de filtrages et également de blindage pour réduire les perturbations associées. Alors, un exemple de moteur avec variateur intégré, donc ça c'est l'option qu'a pris Safran dans son moteur électrique. Alors l'avantage, bien évidemment, c'est un avantage
vis-à-vis de l'intégration dans l'aéronef, puisque dans ces cas-là, on n'a plus du tout de câbles AC. On minimise grandement les problématiques de perturbation électromagnétique. Alors bien évidemment, ça par contre, ça se fait avec un inconvénient qui est de mettre un variateur qui chauffe à l'intérieur d'un moteur qui chauffe là encore. Et donc, il faut s'attendre à devoir limiter les performances de ce type de moteur pour éviter d'avoir des températures excessives. Juste un slide sur l'ECU. L'ECU, c'est Engine Control Unit. Des ECU, on en trouve aujourd'hui largement dans l'automobile. Ce sont des cartes électroniques sur la base de microcontrôleurs. Bon, il faudra traiter ou mettre le niveau de redondance adapté en fonction de l'utilisation. Bon, peut-être en tout cas faire attention de ne pas mettre trop d'automatisme à l'intérieur de ces ECU avec un risque d'avoir un pilote qui finalement ne maîtrise plus nécessairement tout ce qui se passe à l'intérieur de l'aéronef. Pour autant, des ECU, on en trouve déjà dans l'aéronautique aussi, hein, sur des DA40 par exemple, avec un pas variable. Le FADEC, c'est constitué de deux ECU. Quelques mots sur l'intégration. Dans le cas du Vélis Electro, on a effectivement un moteur, un variateur, les deux batteries, une à l'avant, une batterie à l'arrière, et tous les composants sont refroidis par de l'eau glycolée. Dans le cas du système qui a été développé par Novpower, on a un moteur, bon, comme je l'ai présenté tout à l'heure, avec une spécificité que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'on a deux entrées triphasées. Donc, ce qui signifie qu'on fonctionne avec deux variateurs qui sont indépendants. Et ça permet donc une redondance qui est accrue. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, 3 baies de 4 modules pour favoriser la disponibilité et les performances en situation dégradée, puisque ces modules, j'ai oublié de le préciser, mais ce sont des modules rackables, donc c'est-à-dire que ce sont des modules qui peuvent être déposés à l'issue d'un vol et remplacés par des modules fraîchement chargés, et puis une composante d'interface aux machines et une motorisation connectée. Alors, simplement pour repréciser quelles étaient nos motivations par rapport au système de propulsion développé par Novpower dans la conception, en fait, on cherchait à obtenir un objectif de zéro panne généralisée, c'est-à-dire qu'on voulait faire en sorte que la défaillance d'un composant, quel qu'il soit, ne puisse pas entraîner un arrêt complet au niveau du moteur. Donc, on a cherché également à travailler la sûreté de fonctionnement, donc toute la problématique sécurité, disponibilité et maintenabilité, un refroidissement air pour l'ensemble des composants pour éviter d'utiliser des systèmes de refroidissement actifs. Et notre objectif est également de permettre la mise en œuvre d'une démarche de maintenance prédictive, et pour ça, on bénéficie d'un soutien du CERN et pour l'utilisation d'outils qui ont été développés, en particulier pour gérer des données qui sont collectées à l'issue d'un vol. Quelques mots sur la réglementation, pour dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte favorable vis-à-vis du développement d'aéronefs électriques, avec une nouvelle réglementation CS23 et son équivalent par 23 aux États-Unis. On peut également mentionner une redéfinition du champ d'application des avions non certifiés, donc ce qui a conduit des modifications de réglementation dans les États membres européens vis-à-vis de la réglementation ULM. Et ça a permis une augmentation de la masse maximale au décollage de 50 kg pour les ULM de type multi-axe biplace. Et donc, c'est potentiellement 50 kg supplémentaires qu'on pourrait utiliser pour des batteries. Alors aujourd'hui, des normes sont encore à consolider, mais il commence quand même à exister un référentiel normatif qu'on peut déjà commencer à utiliser. Alors, avec finalement l'ensemble de ces technologies, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des aéronefs électriques qui sont toujours plus nombreux. Donc, ce Vélis Electro en est la preuve.
Si on regarde les ventes, on se rend compte que sur l'année 2021, ont été vendus à peu près 50 Vélis électro. Donc, on peut voir que ce type d'aéronef commence à toucher son public. Il y a eu un certain nombre d'initiatives, que ce soit en France ou en Suisse, pour promouvoir ce type d'avion. Alors, on peut citer effectivement le Fab Lab de la FFA à Toussus. Et puis, des initiatives également de Green Aerolis d'acheter 50 avions électriques, initiative également soutenue par la FFA, et donc possibilité pour les aéroclubs de louer ce type d'aéronef. On peut également mentionner le Cessna Grand Caravan qui a volé en 2020 avec une motorisation de 560 kW pour un peu plus d'1 tonne de batterie. Avoir en tête également qu'avec des systèmes de propulsion électrique, on voit apparaître finalement de nouveaux usages également, avec notamment ce qu'on appelle les eVTOL, les taxis urbains. J'en parlerai pas plus parce qu'il y a déjà eu une présentation en novembre sur ce sujet par Claude Le Tallec. Également, autre opportunité offerte par l'électrique avec la propulsion distribuée qui peut permettre de diminuer des pertes d'énergie liées au frottement, permettre des décollages et atterrissages sur des distances plus courtes, et on peut en particulier citer les travaux qui sont réalisés à l'ONERA dans le cadre du projet Ampère. Juste un slide pour l'hybridation, simplement pour dire que ce sera certainement indispensable pour des vols plus longs, si on veut pouvoir effectuer des navigations, alors sauf à embarquer dans des aéronefs quelques 300-400 kg de batterie. Alors effectivement, des systèmes de propulsion électrique peuvent être couplés à des moteurs thermiques ou des piles à combustible. Dans tous les cas, ça va entraîner un certain niveau de complexification et un impact masse significatif, mais c'est sans doute le prix à payer pour voler plus longtemps. Faire attention cependant de ne pas perdre tous les avantages de la propulsion électrique, c'est-à-dire la propulsion électrique en particulier présente des avantages en termes de maintenance réduite, et le risque en tout cas de rajouter ce type de moteur thermique ou de pile à combustible, de rajouter finalement des maintenances supplémentaires qui vont faire perdre l'intérêt de l'électrique. Alors, ce slide sur notre vision sur les perspectives de développement. Donc, pour nous, la certification et la commercialisation sera limitée dans un premier temps pour des aéronefs qui vont être très légers, avec du 100% électrique pour des durées de vol courtes, sans doute utilisées pour l'aviation école, et des moteurs hybrides pour des vols longs, pour plutôt de la navigation. Développement en 2 phases avec rétrofit d'avions existants dans un premier temps, des nouveaux designs dans un second temps. Sans doute des développements en tout cas privilégiés sur quelque chose qui se rapproche le plus possible du planeur pour limiter dans tous les cas la consommation électrique. Il ne faut pas oublier les problématiques d'infrastructure à prendre en compte et à chercher à implémenter le plus tôt possible sur les aéroports, tout ce qui est recharge électrique, etc. Nous sommes également convaincus que les innovations, elles arriveront plutôt par des startups, peut-être un peu moins par certains grands groupes. Et aujourd'hui, à noter des difficultés, en tout cas nous on rencontre à Nov Power, en termes de financement de projets technologiques. Donc, moi, je dirais que s'il y a des investisseurs dans l'auditoire, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Mais c'est le financement d'innovation, en tout cas, est un vrai projet, un vrai problème qui peut, en tout cas, ralentir l'essor de projets nouveaux. Et pour conclure, simplement de dire que on est sur un contexte favorable pour l'essor de la propulsion électrique. Il y a des adaptations de technologies qui seront nécessaires. Toutes les voies aujourd'hui sont à explorer. C'est clairement un changement de paradigme qui risque de faire apparaître de nouveaux acteurs. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je suis tout à fait disponible pour des questions. Merci.